Bonjour à tous, c'est Vincent de Bloc Tennis Concept. Si vous pensiez que les petits terrains de tennis, les balles en mousse et les raquettes de tennis junior étaient réservés à l'initiation des plus petits, l'expert du mois de Bloc Tennis Concept va peut-être remettre en cause certaines de vos idées reçues. Olivier Le Thor s'est en effet servi du mini-tennis pour mener des recherches sur l'amélioration de la frappe de balle, du débutant jusqu'au joueur professionnel. Il vous explique tout ça maintenant. Olivier Le Thor, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir sur Blog Tennis Concept pour te connaître un petit peu mieux et connaître un petit peu mieux les différentes recherches que tu as fait sur le tennis qui sont intéressantes. Donc moi j'ai lu, tu as écrit 2 articles dans Tennis Français moi qui m'ont interpellé, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. On va démarrer par ton parcours, Oui. puisque tu es brevet d'état 3e degré. Donc déjà moi, un premier degré, ça s'appelle maintenant diplôme d'état d'ailleurs. Donc je sais à peu près ce que c'est. Voilà. Deuxième, c'est un peu plus fou, mais alors, le troisième. En fait, les brevets d'État maintenant ont été remplacés par ce qu'on appelle les DE, diplôme d'État et DES, diplôme d'État supérieur. Avant, ça s'appelait BE1, BE2, et puis il y avait ce BE3, qui était surtout réservé aux gens qui avaient vocation pour devenir entraîneurs nationaux. Donc c'était les entraîneurs qui travaillaient à la fédération en direct. Donc c'était un diplôme qui était peu passé parce que d'abord c'est long, et puis ça s'est orienté un petit peu vers de la recherche. Et moi, ça me passionnait depuis longtemps et j'ai eu une opportunité de pouvoir passer ce diplôme. Un jour où j'ai été contacté par le vice-président de la fédération qui m'a proposé de financer ce travail de recherche parce que ça coûtait un peu d'argent et qui en échange m'a proposé de mettre en place tous ces travaux sur le terrain au sein de sa ligue. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu passer le BE3. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recherches? J'ai notamment vu que tu avais travaillé beaucoup sur le mini-tennis, le tennis évolutif. Oui. Alors, en fait, au tout début, moi, je travaillais énormément sur le mini-tennis, et notamment avec un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Marchand, qui était à l'époque CPR de la Ligue de Paris. Donc à l'époque, j'étais à Paris. Et ce monsieur est devenu ensuite, est entré à la fédération comme responsable mini-tennis en France. Et c'est celui qui a amené le mini-tennis en France dans les années 70. Et donc, comme j'ai été formé avec lui et que j'ai toujours travaillé avec lui, il m'a sensibilisé au mini-tennis. Donc ça m'a intéressé. Et puis pour moi, c'est vraiment le point de départ de la formation. Parce que le mini-tennis, en fait, c'est tout le développement de la motricité. Donc ça n'intéresse pas forcément que les enfants, mais les adultes. Parce que lui, il avait même fait des séances de mini-tennis pour les gens, pour la fédération de la retraite sportive, donc des gens qui avaient plus de 60 ans et qui avaient un profil de non-sportifs, qui avaient rarement fait du sport ou jamais. Et donc, il les a initiés au tennis par le biais du mini-tennis. Donc le mini-tennis, en fait, c'est un concept de développement de motricité qui n'est pas forcément lié à l'âge. Bon, on l'utilise avec les jeunes enfants parce qu'on sait qu'eux en ont besoin. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le mini-tennis avec ce monsieur. Et puis ensuite, moi, dans ma pratique, je me suis intéressé à l'après-mini-tennis. Et à l'époque, on était en 1989, je me disais que les enfants n'avaient pas grand-chose à faire sur des terrains d'adultes. Les enfants de 8 ans, 9 ans et même 10 ans, parce qu'en fait, quand ils font des matchs, ils se retrouvent dans les mêmes conditions que les 2 finalistes de Roland-Garros. Il n'y a que les matchs en 5-7 qui les différencient. Mais à l'époque, ils avaient quasiment la même raquette, les mêmes balles, le même terrain. Et donc, ça ne me convenait pas. Donc, du coup, ça a remis en question ma façon d'enseigner.
Et pendant un an, je suis allé voir un petit peu partout d'autres disciplines, d'autres sports, d'autres activités, pour voir comment les gens s'y prenaient au niveau de l'apprentissage avec des gens avec des enfants de 8 à 10 ans. Et à chaque fois que je trouvais une bonne idée, je la mettais de côté. Et puis, au bout d'un an, j'ai fait une sorte de check-up de toutes ces idées que j'avais récoltées. Et est né le concept de tennis évolutif qui, quelques années plus tard, s'est appelé Tennis Couleur. Donc maintenant, c'est Tennis Couleur. Voilà, donc c'est un concept d'apprentissage qui a été testé au départ sur des enfants débutants qui sortaient du mini-tennis, puisque c'était le but, c'était de prolonger le mini-tennis. Quand ça a été validé au bout de 3 ans avec un vrai protocole, à l'époque c'était en région parisienne. Après j'ai voulu tester le concept auprès d'adultes débutants. Le résultat était identique, c'est-à-dire que les gens y trouvaient, ça leur permettait d'apprendre plus vite et de façon plus ludique, c'était un peu moins fastidieux que l'approche traditionnelle. Et puis ensuite, en 97-98, j'ai voulu tester à nouveau ce concept sur des joueurs de haut niveau. Alors ce que j'appelle haut niveau, c'est joueurs négatifs et quelques joueurs de première série. Et donc aujourd'hui, à ce jour, il y a une quarantaine de joueurs entre moins 4, moins 15 et première série qui ont utilisé ce concept. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le concept, en fait, si j'en parle beaucoup auprès des écoles de tennis, parce que c'est la grosse partie de l'enseignement des enseignants en France dans les clubs, mais ce concept, il intéresse tous les publics. En tout cas, tout le monde peut s'y retrouver. C'est un concept d'apprentissage et il intéresse tous les publics, que ce soit jeunes ou adultes, et quel que soit le niveau. D'accord, donc si on résume, donc tennis évolutif, donc bien pour les jeunes, bien pour les adultes débutants. Donc tu as pu constater que ça pouvait même être utile pour le haut niveau, joueurs négatifs et éventuellement en première série. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui apporte à tout le monde. Oui. Ça, après, en fonction de son niveau, on va l'utiliser de façon un peu différente, mais il peut intéresser tout le monde. Ouais, il peut intéresser tout le monde. Maintenant il est davantage, quand je vais faire des formations à droite à gauche, c'est plus dans le but que les gens l'utilisent avec des enfants dans le cadre de leur école de tennis. Après, il faut oser passer la barrière avec les adultes qui ont souvent des a priori, donc il faut trouver les arguments pour convaincre, mais en tout cas ça apporte quelque chose, c'est sûr. Et donc un adulte qui est pas forcément débutant, qui a une technique générale assez bonne, qui dispute des compétitions, qu'est-ce que ça pourra lui apporter donc de passer sur du tennis évolutif, de faire des jeux avec je sais que tu parles tu parles des fois de balles en mousse, de balles soft. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? Comment il va pouvoir améliorer son jeu grâce à ça? En fait, le concept il repose sur 4 principes qui sont des principes qui sont peu utilisés dans l'enseignement traditionnel. Le premier principe, c'est la règle générale pour tout, c'est de travailler sur la précision plutôt que sur la vitesse. C'est-à-dire que la précision, c'est ce qui permet de mettre en place du jeu et que le jeu fonctionne, et la vitesse, c'est ce qui va permettre d'observer les progrès des joueurs. Je prends toujours l'exemple, 2-30 qui font un match de tennis, ils font le même match que 2-15. Simplement, ils ne le font pas à la même vitesse. Mais sinon, à part la vitesse, il n'y a pas de différence forcément et obligatoirement entre un 30 et un -15. Les deux pratiquent le même sport, sur le même terrain, ils comptent les points de la même façon, d'ailleurs ils participent au même tournoi souvent, simplement ils ne jouent pas à la même vitesse. Donc c'est un problème de vitesse et de précision. Les 2-30 vont être capables d'avoir un certain niveau de précision
à un certain niveau de vitesse, ils vont perdre cette précision dès lors que ça va aller trop vite pour eux. Donc bon, je parle de moins 15 parce que c'est à l'extrême, mais en gros, c'est pour ça que le concept il peut marcher avec tout le monde, c'est parce que les gens pratiquent la même chose et font la même chose. Un match de tennis entre 2,30, c'est exactement le même qu'entre 2-15. Ils partent du service, il y a un retour, il y a tous les coups du tennis derrière, etc. Bon, donc ça c'est le premier point, c'est de travailler sur le rapport entre précision et vitesse. Et cette précision et cette vitesse, on l'obtient avec des balles qui vont de plus en plus vite ou de plus en plus lentes, des raquettes de plus en plus petites ou grandes, ce qui va permettre d'augmenter la précision ou de jouer sur la vitesse, et puis sur la taille des terrains. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le concept, il repose sur le développement de l'œil. C'est-à-dire qu'on sait qu'un joueur de tennis, quand il joue, la première chose qui est sollicitée, c'est l'œil. La meilleure preuve, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire jouer des aveugles au tennis. On peut faire jouer des gens à qui il manque une jambe, à qui il manque un bras, mais des aveugles ne peuvent pas jouer au tennis. Et c'est la première chose qui est sollicitée. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on ne travaille jamais. On va plutôt se concentrer sur le bras ou sur les jambes. Or, le bras et les jambes ne sont qu'une conséquence de l'œil. Donc, il y a toute une batterie de jeux qui développe le coup d'œil, et ce coup d'œil, il se développe quel que soit l'âge et quel que soit le niveau. Donc ça, c'est souvent une découverte pour ces joueurs-là, parce que le travail de l'œil, c'est quelque chose qu'on ne travaille jamais dans l'enseignement traditionnel. Une fois que l'œil est en place, on va travailler sur des espaces plutôt larges que longs, pour garder la précision, mais on sait que les espaces qui vont être larges vont développer le sens du jeu, la créativité, la coordination, l'équilibre, l'adresse, le coup d'œil. Donc que des qualités qui vont être des qualités que les gens ont en eux, mais qu'on ne voit pas forcément ressortir à travers le jeu traditionnel. Donc c'est que des qualités en fait dont on a besoin quand on fait un match de tennis. Et puis le quatrième point, c'est le point technique. Et là, la technique vue sous l'angle du tennis couleur, c'est de considérer qu'il n'y a pas de mauvais gestes au tennis, mais qu'il y a des bonnes ou des mauvaises frappes. Donc le point de départ de l'enseignement ne va pas être le geste, mais ça va être la frappe, puisque les gens recherchent une bonne frappe, quel que soit le niveau. Et plus on frappe bien dans la balle, plus on met la balle où on veut, et plus on joue, et plus notre niveau de jeu progresse. Voilà. Donc je considère qu'il n'y a pas de gens qui ont des bons ou des mauvais gestes. Après, le geste, c'est le style, c'est la signature. Il y a des beaux ou des moins beaux styles. Après, on aime Nadal ou on aime Federer. Ça, ils jouent tous les deux différemment au tennis en apparence, mais sur le plan technique, Nadal et Federer ont rigoureusement la même technique, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux, ils répondent ils ont des frappes de qualité, et donc j'ai essayé d'étudier ce qu'était une bonne frappe et une mauvaise frappe, et on peut dire que les meilleurs joueurs du monde ont tous une bonne frappe. Après, c'est leur style qui est différent. Djokovic joue différemment que de Federer, de Wawrinka, etc. Mais là, c'est le style. Et le style, c'est quelque chose qui appartient aux joueurs, c'est pas quelque chose en tout cas, c'est pas quelque chose qui rend une personne efficace. Maintenant, on le sait, on en est sûr. Or, il y a beaucoup d'enseignants qui continuent de travailler sur le geste, sur la partie visible, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on peut apprendre. On peut apprendre un joli geste, mais ça ne rendra pas la personne meilleure sur le plan de l'efficacité. Voilà en gros les 4 points sur lesquels on agit à travers ce concept. Avoir un beau geste, c'est pas suffisant. C'est pour ça que c'est pas forcément une bonne chose que d'essayer d'imiter la gestuelle d'un champion, d'après toi. Après, imiter la gestuelle d'un champion, ça va donner sur l'aspect esthétique, ça peut être intéressant. En tout cas, sur le plan d'efficacité, ça n'a aucune influence. Maintenant, j'ai connu certains joueurs qui imitaient, notamment un qui imitait Borg et un autre Connors, c'était des joueurs de l'époque, à la perfection.
c'était presque troublant parce qu'ils jouaient exactement comme eux sur le plan gestuel. Sur le plan tennistique, ils n'étaient pas forts du tout et ils ne sont jamais devenus forts parce que c'était pas possible. Mais sur le plan gestuel, c'était rigoureusement la copie conforme de Borg pour l'un. Il était à 15-5 et l'autre qui imitait Connors à la perfection. Lui, sauf qu'il était droitier, mais c'était exactement la copie conforme de Connors. Il a dû être 32 ou 33. Et il n'a jamais dépassé ce niveau-là parce que il était tellement préoccupé par le fait d'imiter gestuellement que sur le plan de l'efficacité, ça passait à côté. Donc non, imiter un joueur, ça ne. Souvent les enfants imitent les champions. Et là, c'est au moment où ils forment un petit peu leur tennis, où ils forment leur personnalité tennistique. Donc ils vont s'appuyer sur un joueur qu'ils aiment bien, etc. Mais ça c'est pas très grave, parce qu'au contraire, ça les aide à personnifier un petit peu leur jeu, leur style. Mais sur le plan d'efficacité, ils copient jamais. On copie un geste, mais on copie pas l'efficacité du geste. Donc l'efficacité du jeu, c'est vraiment bien frapper dans une balle ou mal frapper dans une balle. Tout joueur de tennis rêve de mettre la balle là où il veut, à la vitesse où il veut, et quel que soit le geste. Donc c'est vraiment un problème de frappe. Et je me souviens que Federer, quand on l'interviewait sur ce qu'il perdait quand il s'arrêtait de jouer longtemps, il disait « Mon tennis, je ne le perds pas, je perds mes frappes ». C'est-à-dire qu'il perdait ses sensations de bonne frappe ou de mauvaise frappe. Et c'est pour ça que les joueurs, quand ils vieillissent, les joueurs de haut niveau, quand ils vieillissent, en fait, ils gardent gestuellement, ils gardent le même jeu. On regarde jouer les légendes quand ils reviennent devant nous. Ils jouent exactement de la même façon que quand ils étaient très forts. Simplement, ils ont perdu l'œil, ils ont perdu les jambes, et donc ils ont perdu les frappes. Et donc, ils jouent plus à la même vitesse parce qu'ils perdent les deux éléments qui sont principaux, l'œil et les jambes. Ce qui fait que le bras va un peu moins vite, la balle est frappée un peu plus tard, etc., etc. Il reste des bons joueurs, mais ils ne peuvent plus garder le même niveau. Sinon, si c'était juste un problème de geste, les joueurs seraient forts toute leur vie. Or, ils déclinent, c'est bien une raison physique liée à l'œil et aux jambes. Donc, si le geste était si important, ça se saurait déjà. Il suffirait simplement de recopier un geste chez tout le monde. Et ce qu'on a fait à une époque, on travaillait beaucoup sur le geste avant. Les écoles de tennis regorgeaient d'enfants qui étaient beaux à voir jouer, qui avaient des beaux gestes, mais qui étaient des mauvais joueurs. Donc on a fabriqué des milliers de mauvais joueurs qui étaient très beaux à regarder, mais qui ont rarement gagné un match de tennis, quoi. Alors bon, il y a l'aspect esthétique ou l'aspect efficace qui rentre en ligne de compte. J'ai beaucoup de lecteurs qui me posent qui se posent beaucoup de questions sur les prises de raquettes. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut changer de prise entre le coup droit et le revers? Bon, moi j'ai tendance à leur conseiller que oui. Donc tu as fait tout un article donc dans Tennis Français qui parle un petit peu du coup droit et du revers. Alors c'est surtout pour les personnes qui sont vétérans et pour lesquels c'est peut-être pas forcément facile de changer les habitudes. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors c'est toujours le public qui n'est pas forcément le plus facile, parce que souvent ce sont des gens qui jouent déjà depuis longtemps, qui jouent pas mal. Le changement de prise, c'est un des 5 points. Quand j'ai fait l'analyse d'une frappe de balle au tennis, c'est un des 5 paramètres qui est indispensable pour obtenir une bonne qualité de frappe à la fois en coup droit et en revers. C'est une question mécanique, c'est-à-dire que quand on pousse la balle en coup droit, ça revient à pousser une voiture. Donc on pousse la voiture avec la paume de la main. Quand on fait un revers,
on joue de l'autre côté. Ça reviendrait, si on ne changeait pas de prise, à pousser une voiture avec le dos de la main. Donc avec le dos de la main, on ne peut pas pousser une voiture, on n'a pas de force, ça fait mal. Donc nous au tennis, pour parer à ça, eh bien on fait ce qu'on appelle un changement de prise. Ça veut dire que on retrouve un peu plus de poussée et d'aisance pour pouvoir manœuvrer. Alors chez les joueurs, chez les vétérans, s'ils devaient changer de prise alors qu'ils ne l'ont jamais fait et qu'ils jouent depuis très longtemps, malheureusement, il leur faudrait des heures et des heures et des heures de pratique. Et je ne suis pas sûr qu'on arriverait à un bon résultat parce que ce serait très long. Comme je te disais la dernière fois, il faut... la difficulté, c'est pas d'apprendre, c'est de désapprendre. C'est ça qui prend du temps, c'est de retirer les habitudes avant de créer un disque vierge, et puis ensuite à nouveau de retracer des nouveaux sillons avec des nouvelles habitudes. Ça va très vite, mais c'est de supprimer les anciennes qui prend du temps. Avec ces gens-là, eh bien, le concept de tennis couleur pourrait leur être utile pour découvrir les sensations de changement de prise. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ils reviennent avec des balles plus lentes, avec des raquettes plus petites sur des terrains plus petits, pour que leurs habitudes qu'ils ont sur grand terrain, ils puissent les transposer dans un contexte très, très facile. Et là, le changement de prise ne les gênerait pas. Là, il les gêne actuellement parce qu'il se passe dans un contexte qui est le contexte le plus rapide pour eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Quand ils jouent sur 24 mètres entre eux avec des balles dures, c'est le contexte le plus performant pour eux. Changer une habitude dans ce contexte-là, c'est très dur. Par contre, si on les met sur un terrain plus petit, avec une raquette plus petite, une balle plus lente, ils vont avoir l'impression d'être beaucoup plus forts, forcément, puisque on va diminuer les contraintes. Et là, on peut agir sur ce changement de prise et leur faire sentir une nouvelle sensation, tout en les maintenant en situation de réussite. Parce qu'ils vont être dans un contexte qui va être facile pour eux. Donc là, moi, ce que je pourrais faire avec ces gens-là, c'est les amener sur ce nouveau contexte en leur expliquant pourquoi, et puis proposer un changement de prise. C'est ce que je fais avec des adultes qui jouent depuis un certain temps. Et là, souvent, effectivement, ils découvrent cette nouvelle prise qui leur donne des nouvelles sensations, où ils trouvent en général que c'est très agréable, parce que ça correspond à une nouvelle possibilité mécanique. Et après, quand ils ont senti ce changement de prise et l'intérêt et puis la sensation agréable que ça procure, tout le travail, ça consiste à les ramener sur ce terrain, sur ce grand terrain, jusqu'aux balles dures. Et c'est là que ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, en fonction de leur degré de patience, en fonction de leurs envies, etc., il y en a qui acceptent de revenir, il y en a qui disent non, moi je préfère rester comme j'étais, mais au moins ils ont goûté à cette nouvelle prise, mais surtout dans des conditions facilitantes où ils ont l'impression que ça ne les gêne pas, au contraire, ça devient une évidence pour eux. Mais dans un terrain, encore une fois, qui est plus petit, avec des balles plus lentes, des raquettes plus petites, donc dans un environnement qui facilite l'apprentissage. Donc, toute la difficulté pour eux, c'est d'arriver à retrouver cette même sensation sur un grand terrain avec des balles dures, et c'est ça qui risque de prendre un petit peu de temps. Donc le tennis couleur peut aider à réduire cette durée. Bon, tennis couleur, puisqu'on en parle, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien très intéressant. Donc c'est un site internet, on rappellera les coordonnées à la fin de l'article sur Blog Tennis Concept. Donc tu as écrit aussi des ouvrages qui sont disponibles pour le grand public. Tu pourrais nous en parler un petit peu, nous conseiller? Oui, alors écoute, il y a quelques, alors il y a 2 livres qui
spécifique au mini-tennis, et là je dirais pour les gens qui s'intéressent qui encadrent des enfants, ça peut être aussi des parents. C'est des ouvrages qui peuvent aider les parents qui se demandent souvent qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant de 5 ans et de 6 ans sur un cours, parce qu'ils sont un peu désemparés. Donc soit des enseignants, soit des éducateurs, soit des parents qui peuvent y trouver leur compte. Et puis, alors, il y a un livre qui s'appelle Tennis évolutif, tennis couleur, dans lequel j'ai parlé un petit peu de tous les travaux de recherche qui m'ont amené à mettre en place ce concept et qui est vu sous l'angle de plus. C'est pas un livre de jeu, c'est un livre qui fait état du pourquoi de ce concept, avec une expérience dedans menée avec des joueurs de haut niveau. Et puis le dernier livre qui s'appelle Il était une fois le tennis, un livre de jeu en fait. Ce sont des jeux que j'utilise avec des adultes comme avec des enfants. Ce sont des jeux qui mettent qui sur un chapitre développent l'œil. Je parlais de l'œil tout à l'heure. Il y a une quinzaine de jeux qui développent le coup d'œil. D'autres jeux qui se rapportent à la largeur, d'autres jeux qui sont des jeux qui développent l'aspect technique, c'est-à-dire la frappe. Mais c'est pas parce que ce sont des jeux que ça ne s'adresse qu'aux enfants. Quand je suis avec des adultes, j'utilise les mêmes jeux, simplement, comme les adultes ont un vécu un peu plus important, ils ont plus de force, etc., ce sont des jeux que j'utilise parfois avec des balles dures, parfois sur un grand terrain, etc. Mais les jeux restent les mêmes, parce que les adultes sont aussi des grands enfants, ils aiment jouer. Donc c'est un livre qui peut être utilisé également avec des adultes. Bien Olivier, je vais te remercier très sincèrement et chaleureusement pour cet entretien très intéressant. Et puis je te dis peut-être à bientôt sur Block Tennis Concept.